Il y a des morts qui font la une et il y a des morts qui passent inaperçues. Celle-ci fut la plus silencieuse de toute l'histoire de l'automobile française. Au cœur de l'été de 1967, dans un atelier parisien de la Porte d'Ivry, une dernière voiture glisse au bout d'une chaîne de montage. Personne ne pleure, personne ne fait de discours, aucun ministre ne se déplace, aucun journal du soir n'ouvre sur l'événement. Et pourtant, ce jour-là, c'est la doyenne des marques automobiles qui s'éteint, la plus ancienne de toutes, celle qui existait avant Renault, avant Citroën, avant même que le mot automobile n'entre vraiment dans la langue française. Comment une marque qui a littéralement inventé la voiture telle que nous la connaissons a-t-elle pu disparaître dans un tel silence? Et surtout, qui a eu le sang-froid de couper le courant à la plus vieille dame de l'industrie? La réponse va vous surprendre, parce qu'elle ne vient pas d'un ennemi. Elle ne vient pas d'un constructeur allemand venu écraser la concurrence, ni d'une crise économique, ni d'un scandale retentissant. Non. Celui qui a débranché Panhard, c'est celui-là même qui prétendait la sauver. Celui qui lui avait tendu la main quand elle se noyait. Un voisin, un partenaire, presque un ami. Et c'est bien ça, le vrai drame de cette histoire. Ce parfum de trahison feutrée qui plane sur les dernières années de la marque. Mais avant de comprendre comment on assassine une légende à coups de signatures et de clauses discrètes, il faut mesurer ce que représentait vraiment ce nom. Parce que Panhard, ce n'était pas une marque parmi d'autres, c'était l'origine du monde automobile. Remontons à la fin du 19e siècle, dans un Paris qui sent encore le crottin de cheval et le charbon. À cette époque, l'idée même d'une voiture sans chevaux relève du rêve d'ingénieurs illuminés. Les quelques engins qui roulent tout seuls le font à la vapeur, dans un nuage de fumée, avec des chaudières capricieuses qui demandent une demi-heure de chauffe avant de daigner avancer. Et c'est là que deux hommes vont tout changer. René Panhard, ingénieur méthodique, patron d'un atelier de machines à bois. Et Émile Levasseur, mécanicien de génie, tête brûlée, homme d'intuition autant que de calcul. Ces deux-là mettent la main sur quelque chose de précieux, la licence exclusive pour la France du moteur à explosion de l'allemand Gottlieb Daimler. Un moteur, c'est bien, mais qu'en faire? Voilà la vraie question. Et la réponse de Levasseur va devenir la matrice de toute l'automobile mondiale. Parce que Levasseur ne se contente pas de poser un moteur sur un châssis. Il réfléchit, il tâtonne, il essaie. D'abord un moteur à l'arrière, puis coup de génie, il décide de le placer à l'avant, protégé sous un capot, avec derrière lui une boîte de vitesse et une transmission qui envoie la force aux roues arrière. Ça vous rappelle quelque chose? Évidemment. C'est l'architecture de presque toutes les voitures qui rouleront pendant les 100 années suivantes. On l'appellera d'ailleurs le système Panhard, et il faut bien réaliser l'ampleur de la chose. Ces deux Parisiens n'ont pas juste construit une automobile, ils ont défini ce qu'est une automobile. En 1891, ils lancent la fabrication d'une première série d'une trentaine de voitures à moteur à explosion, vendues sur catalogue. Avant Benz en série, avant Peugeot, avant tout le monde. L'industrie automobile vient de naître et elle est née française dans un atelier du 13e arrondissement de Paris. Mais une invention, aussi brillante soit-elle, ça ne suffit pas à écrire une légende. Il faut la prouver au monde. Et pour prouver qu'une voiture est fiable, rapide, sérieuse, à la fin du 19e siècle, il n'existe qu'une arène, la course. Alors Panhard et Levasseur foncent. En 1894, lors de l'épreuve Paris-Rouen, considérée comme la toute première compétition automobile de l'histoire, leur voiture domine. Et l'année suivante arrive l'exploit qui va faire entrer le nom dans la légende. Paris-Bordeaux-Paris, 1895. Émile Levasseur, cet homme qui avait tout inventé, prend lui-même le volant. Et il ne le lâche presque jamais. Il roule le jour, il roule la nuit, seul, sur des routes défoncées, sans phare digne de ce nom, secoué comme un prunier pendant près de 48 heures d'affilée. Vous imaginez la scène? Un homme de plus de 50 ans, cramponné à sa machine, franchissant la ligne d'arrivée après 2 jours quasi sans sommeil, premier, loin devant tout le monde. La foule est en délire. Le mythe est scellé.
La voiture n'est plus un jouet de riches excentriques, elle est devenue une conquérante. Et pourtant, cette gloire a un prix terrible. Ce même Levasseur, quelque temps plus tard, lors d'une autre course, fait une embardée pour éviter un chien qui traverse. Sa voiture se retourne, il est gravement blessé et il ne se remettra jamais vraiment de ce choc. Il meurt en 1897, emporté en partie par les séquelles de cet accident. L'homme qui avait dessiné l'avenir de l'automobile n'aura donc pas vu son empire grandir. Il laisse derrière lui René Panard, seul aux commandes, et une marque qui, elle, devient le symbole absolu du luxe et du prestige à la française. Au début du XXe siècle, rouler en Panard, c'est afficher son rang. La marque équipe l'élite, les grands de ce monde, et sous la présidence de Raymond Poincaré, elle devient même la voiture officielle de l'Élysée. Est-ce qu'on pouvait à ce moment-là imaginer une seconde que cette maison souveraine finirait débranchée dans l'indifférence générale à peine plus de 60 ans plus tard? Absolument personne n'aurait osé le penser. Et c'est bien ce qui rend cette histoire aussi vertigineuse. Nous avons là une marque qui a inventé l'automobile, qui a gagné les premières courses de l'humanité, qui a promené des présidents de la République. Une marque au sommet du monde, intouchable, éternelle en apparence. Comment passe-t-on de ce trône-là à une chaîne de montage silencieuse où sort la dernière voiture sous le regard gêné d'un nouveau propriétaire? Qu'est-ce qui a bien pu se briser? Pour le comprendre, il va falloir quitter les fastes de la Belle Époque et plonger dans une France dévastée, celle de l'après-guerre, où le luxe devient soudain un gros mot et où Panard va prendre le pari le plus audacieux et peut-être le plus fatal de toute son existence. Une France en ruine, donc. Des villes éventrées par les bombardements, des ponts effondrés, une économie exsangue, un carburant rationné, et des Français qui rêvent d'une seule chose, se déplacer sans se ruiner. Dans ce paysage-là, qui voudrait encore d'une berline de prestige longue comme un corbillard, gourmande comme un ogre, réservée aux ministres et aux banquiers? Plus personne. Le monde d'avant s'est effondré avec les décombres et les dirigeants de la marque comprennent une vérité brutale. S'ils continuent à fabriquer des voitures pour l'élite, ils vont mourir avec cette élite. Alors ils prennent une décision qui, sur le papier, ressemble à un suicide commercial et qui va se révéler l'un des plus beaux coups de génie de l'histoire industrielle française. La maison qui promenait les présidents de la République va se mettre à construire des voitures pour les instituteurs, les médecins de campagne et les petits commerçants. Ce virage à 180 degrés, il porte un nom, il porte même un visage, celui d'un ingénieur nommé Louis Delagarde. Et c'est là que l'histoire devient passionnante, parce que Delagarde ne fait pas les choses comme les autres. Le pays est pauvre, l'essence est chère, le métal est rare, très bien. Il va transformer chacune de ces contraintes en armes. Pendant que d'autres constructeurs se contentent de rétrécir leurs anciennes recettes, lui repart d'une feuille blanche avec une obsession, la légèreté et le rendement. Son idée maîtresse, c'est un tout petit moteur, un bicylindre à plat, refroidi par air, 2 cylindres opposés qui se font face et qui tournent extrêmement vite pour tirer un maximum de puissance d'une cylindrée minuscule. Pas de circuit de refroidissement liquide, pas de radiateur compliqué, pas de poids inutile. Juste de l'intelligence mécanique à l'état pur. N'est-ce pas fascinant de voir un ingénieur transformer la misère de son époque en principe de conception? Et par-dessus ce moteur d'orfèvre, Panhard va poser une carrosserie qui change tout, l'aluminium. Là où la concurrence empile l'acier lourd, la marque fait le pari fou de l'aluminium, ce métal léger et cher pour tailler des caisses aérodynamiques dignes d'un avion. Le résultat, c'est la Dyna X, lancée à la fin des années 40. Une drôle de petite chose, ronde, joufflue, presque comique au premier regard, mais qui cache un tempérament de sportive. Avec un moteur de rien du tout, elle roule vite, elle consomme peu, elle grimpe les cols sans s'essouffler. Dans une France encore soumise aux restrictions, cette voiture qui parcourt des kilomètres avec un dé à coudre de carburant, c'est presque un miracle sur roue. Elle rencontre son public et surtout, elle prouve que le pari de la pauvreté géniale peut fonctionner. Mais Delagarde et les siens ne comptent pas s'arrêter à cette réussite d'estime. Ils voient plus grand et ils voient plus fou. Arrive alors, au milieu des années 50, la voiture qui va tout incarner
et tout précipité, la Dina Z. Regardez-la bien, parce qu'elle est le sommet de cette philosophie. Une berline capable d'emmener 6 personnes, oui, vous avez bien entendu, 6 adultes, dans une voiture qui pèse à peine plus de 700 kilos et qui se contente de son minuscule bicylindre. À l'époque, les concurrents ont besoin de moteurs 2 fois plus gros pour transporter moins de monde en consommant davantage. Comment est-ce seulement possible ? Par l'aluminium partout, par l'aérodynamique, par cette manie de l'allègement poussée jusqu'à l'obsession. C'est de l'ingénierie brillante, audacieuse, presque insolente, face à une concurrence qui avance à coups de solutions lourdes et convenues. La Dina Z, c'est Panhard qui dit au monde entier « on peut faire mieux avec moins » et le prouve chiffre à l'appui. Sauf que le génie a un coût. Et c'est ici que se cache le poison. Cette obsession de l'aluminium, cette recherche perpétuelle de la perfection technique, tout cela coûte une fortune à développer et à produire. Chaque caisse allégée, chaque solution astucieuse, ça se paie en études, en outillage, en main-d'œuvre spécialisée. Panhard fabrique des bijoux d'ingénierie, mais les vend à des prix populaires et l'équation devient impossible à tenir. Vous voyez le piège se refermer ? Plus la marque veut prouver son génie, plus elle creuse son propre gouffre financier. On construit des chefs-d'œuvre à perte, et aucune passion technique, aussi noble soit-elle, n'a jamais payé les salaires à la fin du mois. La maison la plus inventive de France est en train de se saigner par sa propre excellence. Et comme si la partie n'était pas déjà assez rude, il faut ajouter le contexte de cette France des années 50, celle qui entre dans les 30 glorieuses, où la voiture cesse d'être un privilège pour devenir un objet de masse. Le marché explose, mais la bagarre aussi. Renault déboule avec ses modèles pensés pour être produits par centaines de milliers à des coûts imbattables. Citroën tient déjà dans ses mains 2 armes redoutables, la petite 2 chevaux, rustique et increvable, et la grande berline révolutionnaire qui affole les foules au salon. Face à ces géants qui pensent en volume gigantesque et en usines rationalisées, Panhard arrive avec son artisanat de luxe déguisé en voiture populaire. Le combat est terriblement déséquilibré. D'un côté, des industriels qui comptent en millions, de l'autre, un orfèvre qui compte en grammes d'aluminium économisés. Qui pouvait raisonnablement croire que le petit artisan génial allait tenir la distance contre ces mastodontes ? Panhard le sait, d'ailleurs. Les dirigeants voient les chiffres, ils sentent le sol se dérober. Développer la Dina Z a coûté bien plus que prévu, les caisses se vident et l'horizon se bouche. Il faut de l'argent, il faut des débouchés, il faut un partenaire assez puissant pour éponger les pertes et donner à la marque le second souffle qu'elle mérite. Et justement, il y a ce voisin, ce grand nom de l'industrie française, cette maison qui possède déjà les usines, les réseaux, la puissance financière que Panhard n'a plus. Un partenaire idéal, en apparence. Un sauveur providentiel qui tend la main au moment exact où la doyenne est sur le point de se noyer. Comment refuser une bouée quand on coule ? On ne refuse pas, on la saisit, avec soulagement, avec gratitude presque. Et c'est précisément en saisissant cette main secourable que Panhard vient, sans le savoir, de signer le premier acte de sa propre disparition. Nous sommes au printemps, en avril 1955, et l'encre qui sèche au bas d'un contrat va sceller un destin. Citroën entre dans le capital de l'affaire automobile de Panhard à hauteur de 25%. Un quart, pas davantage. Sur le moment, personne ne s'alarme, et pourquoi le ferait-on ? Un quart, ce n'est pas la majorité, ce n'est pas la perte de contrôle, c'est juste un actionnaire bienveillant qui apporte des capitaux frais à une maison en difficulté. Les dirigeants de la doyenne respirent enfin. Ils tiennent leur bouée, ils ont trouvé leur allié, et sur le papier, tout le monde y gagne. Mais avez-vous déjà vu un boa enserrer sa proie ? Il ne serre pas d'un coup. Il attend que l'autre expire, puis il resserre d'un cran, patiemment, imperceptiblement, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à comprimer. Ce quart de 1955, ce n'est pas une main tendue, c'est le premier anneau qui se referme. Dans les 2 années qui suivent, les 2 marques fusionnent leur réseau de distribution à travers le pays. Et là, il faut reconnaître que l'idée est astucieuse, presque séduisante.
Parce que du jour au lendemain, un concessionnaire peut proposer à ses clients une gamme complète, du plus modeste au plus cossu. La toute petite 2 chevaux pour l'ouvrier et le paysan, la berline moyenne de part pour les familles et les cadres, et la grande routière révolutionnaire de Citroën pour ceux qui veulent le prestige et le confort suprême. Un client entre et quel que soit son budget, il ressort avec une clé en poche. Sur le terrain, ce mariage énergise les ventes de la berline moyenne et de sa descendante. Les chiffres remontent, les vendeurs sourient. On se félicite de cette belle alliance qui semble profiter aux deux camps. Alors, où est le piège? Où est le poison dans ce cocktail si bien préparé? Le piège, il est dans ce que Citroën est réellement venu chercher. Parce que soyons lucides, une entreprise de cette taille ne s'encombre pas d'un partenaire fragile par pure bonté d'âme. Ce que la grande maison convoitait, ce n'était pas le génie de l'aluminium ni les petits bicylindres qui tournent comme des montres. Non, ce qu'elle voulait désespérément, c'était de l'espace, des murs, des chaînes de montage, du béton et de l'acier prêts à produire. Citroën croulait sous une demande qu'elle n'arrivait pas à satisfaire. Sa petite 2 chevaux se vendait plus vite qu'elle ne pouvait la fabriquer et il lui fallait de toute urgence des capacités de production supplémentaires. Or, Panhard possédait exactement cela, une usine parisienne à la Porte d'Ivry avec ses ateliers, ses ouvriers, ses lignes d'assemblage. Vous saisissez l'ironie cruelle de la situation? La doyenne pensait avoir vendu un quart de son âme pour survivre. En réalité, elle venait de louer le lit dans lequel son invité allait s'installer pour ne plus jamais partir. Car très vite, dans cette usine chargée d'histoire, là où étaient nées des voitures qui promenaient jadis des chefs d'État, on se met à assembler des fourgonnettes de chevaux. Laissez cette image infuser un instant. Les murs qui avaient vu naître la voiture officielle de l'Élysée résonnent désormais du bruit de camionnettes de livraison estampillées du concurrent. Le prestigieux atelier de la Porte d'Ivry devient, peu à peu, une annexe de Citroën. Et pendant ce temps, l'anneau du boa se resserre, cran après cran. La participation grimpe année après année, la présence de l'actionnaire se fait plus pesante, les décisions échappent doucement au fondateur. Jusqu'à ce moment où, en 1965, la prise devient totale. Citroën ne détient plus un quart ni la moitié, mais l'intégralité. La doyenne des marques françaises n'est plus maîtresse chez elle. Elle appartient corps et biens à celui qu'elle avait accueilli comme un sauveur. Et pourtant, même agonisante, même ligotée, la vieille dame trouve la force d'un dernier éclat de fierté. Au début des années 60, elle sort ce qui restera comme son chant du cygne, un coupé d'une élégance à couper le souffle, tout en lignes basses et tendues, un dessin si moderne qu'il semble venu d'une autre décennie. Cette voiture porte dans son nom un hommage aux 24 heures d'endurance les plus célèbres du monde, cette course mancelle où la marque s'était illustrée. Quand on la découvre, on se dit que Panhard n'a rien perdu de son talent, que la flamme brûle encore, qu'il y a là, peut-être, de quoi rebondir. Ce coupé aurait pu être une renaissance. Il aurait pu séduire des dizaines de milliers de clients, se décliner, grandir, porter la marque vers un nouvel avenir. Aurait pu. Parce que quelqu'un, au-dessus, ne l'entendait pas ainsi. Voici le détail le plus révoltant de toute cette affaire, celui qui transforme l'étreinte en étranglement pur et simple. Citroën, désormais aux commandes, interdit à Panhard de développer ce coupé comme il le méritait. Pas de version à 4 portes, alors qu'une berline familiale aurait multiplié les ventes. Pas de moteur à 4 cylindres, alors que la petite mécanique à 2 cylindres commençait sérieusement à dater face à une concurrence qui musclait ses moteurs. Et pourquoi ces interdictions? La raison est d'un cynisme glaçant. Il ne fallait surtout pas que cette voiture vienne marcher sur les plates-bandes des propres modèles du maître, ni de sa grande routière, ni de la future berline moderne qu'il préparait dans ses cartons. Autrement dit, on autorisait Panhard à chanter, mais on lui coupait les ailes pour être bien certain qu'il ne s'envole jamais. On laissait la doyenne produire une merveille à condition qu'elle reste inoffensive, bridée, condamnée d'avance à ne jamais menacer son geôlier. Peut-on imaginer sort plus humiliant pour la marque qui avait inventé l'automobile? Elle qui avait tracé la route pour le monde entier se retrouve à demander la permission de respirer à un cadet qu'elle avait vu naître bien après elle.
Elle qui avait défini l'architecture de toutes les voitures se voit dicter la forme et le nombre de cylindres de son ultime chef-d'œuvre. La fierté française, la pionnière, la conquérante des premières routes, réduite à l'état de vitrine décorative qu'on maintient allumée juste ce qu'il faut pour ne pas effrayer le client, mais qu'on empêche soigneusement de briller trop fort. Le sauveur d'hier s'est mué en gardien de prison. Et un gardien, quand la détenue ne rapporte plus assez, finit toujours par se poser la même question. À quoi bon continuer à la nourrir ? La réponse à cette question tombera un matin de juillet, et elle sera sans appel. Ce matin de juillet, il faut maintenant y arriver, mais le chemin qui y mène est déjà pavé de signes funestes. Regardez les chiffres des dernières années, ils racontent une agonie méthodique. La production s'effondre, cran après cran, comme une respiration qui se fait de plus en plus faible. En 1966, la marque ne sort même plus 4000 voitures de ses ateliers sur une année entière. 4000, pour une maison qui avait jadis fait rouler la France des pionniers et promener les puissants de la République. À ce niveau-là, on ne parle plus d'une entreprise automobile, on parle d'un mourant qu'on maintient sous perfusion en attendant de décider quand débrancher l'appareil. Et cette décision, elle n'appartient plus depuis longtemps à ceux qui aiment la marque. Elle appartient à des comptables, dans des bureaux qui ne portent pas le nom de Pahar. Mettons-nous un instant à la place des ouvriers de la Porte d'Ivry, ces hommes qui chaque matin franchissent les grilles de l'usine. Ils sentent bien que quelque chose se termine. Autour d'eux, les lignes qui assemblent les fourgonnettes du concurrent tournent à plein régime, pendant que la leur, celle du dernier coupé, ralentit, hoquette, se vide de sa substance. Quel effet cela peut-il faire de construire de ses propres mains la voiture qui remplacera la sienne ? De voir l'envahisseur prospérer dans les murs même de la maison conservée ? Ces ouvriers-là assistent, impuissants, à la lente digestion de leur employeur par celui qui prétendait l'avoir secouru. Et ils savent, au fond, que le compte à rebours est lancé, que chaque coupé qui sort est peut-être l'avant-dernier, puis l'avant-avant-dernier, jusqu'au jour où il n'y en aura tout simplement plus. Ce jour, c'est le 20 juillet 1967. Une date que l'immense majorité des Français ignorent encore aujourd'hui, et c'est bien là le scandale. Ce matin-là, la dernière automobile de la marque glisse au bout de la chaîne. La toute dernière. Après elle, plus rien. Au total, ce coupé du Champ du Cygne aura été produit à près de 29 000 exemplaires sur l'ensemble de sa carrière, un chiffre honorable pour une voiture bridée, empêchée, interdite de grandir, mais dérisoire à l'échelle des géants de l'époque qui écoulaient des centaines de milliers d'unités. Et voilà, c'est fini. La doyenne des marques automobiles, celle qui existait avant presque toutes les autres, celle qui avait offert au monde l'architecture même de la voiture, cesse de produire des automobiles pour les particuliers. Sans fanfare, sans hommage national, sans une larme officielle. On éteint la lumière, on ferme la porte et on passe à autre chose. Et cette autre chose, c'est le comble de l'humiliation posthume. L'usine tout entière, désormais libérée de ses propres voitures, est intégralement livrée à la production des fourgonnettes du maître. Chaque mètre carré de cet atelier chargé de tant de gloire se met au service exclusif du concurrent. La maison qui avait gagné les premières courses de l'histoire de l'humanité devient une simple annexe industrielle, une usine parmi d'autres dans l'empire de celui qui l'a avalée. Le nom Panhard disparaît des calandres, disparaît des publicités, disparaît des rêves des acheteurs. Celui qui aurait pu, qui aurait dû être le sauveur, aura finalement été le bourreau. Il n'a pas tué la doyenne dans un duel loyal, sur le marché, à la régulière. Il l'a étouffée de l'intérieur, lentement, en la vidant de sa raison d'être jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une coquille bonne à recycler. N'est-ce pas la plus triste des morts, celle qu'on subit des mains de son propre protecteur ? On pourrait s'arrêter là, sur ce constat amer, et refermer le livre sur une belle marque assassinée par la trahison. Mais ce serait mal connaître Panhard, et ce serait passer à côté du retournement le plus stupéfiant de toute cette histoire. Parce que, voyez-vous, la doyenne n'est pas vraiment morte ce matin de juillet. Elle a seulement cessé une partie de sa vie, la plus visible, la plus connue, celle des voitures pour vous et moi.
Mais il existait en parallèle une autre Panard, discrète, robuste, secrète presque, que le grand public avait oubliée. Une Panard qui, depuis des décennies, ne construisait pas que des berlines et des coupés, mais aussi des engins d'un tout autre genre, des véhicules blindés, des automitrailleuses, des machines de guerre taillées pour l'armée française. Et cette Panard-là, l'ogre n'y a jamais touché. Il ne voulait que les usines à fourgonnettes, il ne voulait que le béton et les chaînes. L'âme guerrière de la marque, elle, lui a filé entre les doigts. Voilà le twist magnifique de cette saga. Pendant que le monde croyait Panard enterré, la marque poursuivait une seconde vie, blindée littéralement. Elle est devenue l'une des références mondiales du véhicule militaire à roues, ses automitrailleuses ont roulé sur tous les continents, ses engins ont équipé des armées bien au-delà des frontières françaises. Le nom qui avait disparu des concessions triomphait, dans le plus grand silence, sur les terrains d'opération. Et cette lignée-là ne s'est jamais éteinte. Elle a traversé les décennies, changé de main, fusionné, muté, jusqu'à survivre encore de nos jours sous d'autres bannières industrielles à travers les grands noms de la défense terrestre française. Le blason a changé plusieurs fois d'écusson, mais le fil, lui, n'a jamais été coupé. La marque qui a inventé l'automobile a fini par se réfugier dans l'acier des blindés pour échapper à la mort qu'on lui avait réservée. Alors comment faut-il vraiment raconter la fin de Panard? Comme une disparition? Non, ce serait faux. La doyenne n'a pas disparu, elle a été transformée, comprimée, dépouillée de sa part la plus tendre, celle des voitures civiles, pour ne conserver que sa part la plus dure. Celui qui l'avait rachetée croyait signer un acte de décès, il n'a signé qu'une métamorphose. Il a pu débrancher les automobiles, il n'a jamais pu débrancher le nom. Panhard a survécu à sa propre mort, mais plus jamais sous la forme d'une voiture faite pour vous emmener, vous, sur les routes de France. Et c'est peut-être ça, la vérité la plus vertigineuse de toute cette histoire. La plus ancienne marque du monde est toujours là, quelque part, sauf que ce n'est plus une marque pour les rêveurs, les familles ou les amoureux du bel ouvrage. C'est devenu une affaire de soldats. Il faut maintenant remonter le fil de cette seconde existence, celle qui palpitait dans l'ombre pendant que le grand public pleurait déjà les petites berlines d'aluminium. Car cette vocation guerrière n'est pas un accident tardif, une reconversion de la dernière heure improvisée pour survivre. Non. Dès le début du XXe siècle, alors que la marque promenait encore les élégants dans ses limousines de prestige, elle habillait déjà d'acier ses châssis pour les besoins de l'armée française. L'automitrailleuse, cet engin à roues bardées de blindage et hérissé d'armes, la maison en fait une spécialité bien avant que quiconque imagine son destin civil compromis. Autrement dit, pendant que la façade construisait des rêves de vitesse et de luxe, l'arrière-boutique forgeait des machines de guerre. Deux âmes dans un même nom, l'une tournée vers le plaisir de rouler, l'autre vers la nécessité de combattre. Et laquelle des deux allait survivre à l'autre? La réponse, l'histoire l'a tranchée d'une manière que personne n'aurait parié. Après la Seconde Guerre mondiale, pendant que les ingénieurs peaufinaient leurs bicylindres économes, d'autres, dans les mêmes bureaux d'études, dessinaient des blindés qui allaient devenir des références mondiales. Songez à ces engins tout-terrain nés dans les années 50 et 60, capables d'affronter les pistes du désert, les terrains les plus hostiles de la planète, et qui vont s'exporter aux quatre coins du globe. Des dizaines d'armées sur plusieurs continents vont rouler sous ce blason. Là où les voitures de tourisme peinaient à s'écouler à quelques milliers d'exemplaires, les blindés, eux, partent par centaines vers l'étranger, équipant des forces qui n'ont parfois jamais entendu parler des coupés d'aluminium. Quelle ironie savoureuse tout de même. La marque que son propre pays laissait mourir côté civil devenait côté militaire un ambassadeur de l'ingénierie française dont on s'arrachait les productions jusqu'aux confins du monde. Le nom continuait de rayonner, simplement il rayonnait sous une lumière que le grand public ne regardait plus. Et c'est là que réside la plus belle vengeance de cette histoire. Souvenez-vous du calcul froid de celui qui avait avalé la maison. Ce raisonnement selon lequel la branche guerrière ne le concernait pas puisqu'elle ne lui faisait aucune ombre commerciale. Il ne voulait que les usines à fourgonnettes, que les mètres carrés de béton parisiens. Cette partie blindée, dédaignée, jugée trop marginale pour qu'on s'en encombre,
c'est précisément elle qui a permis au nom de traverser les décennies. Le prédateur a pris la chair tendre et a laissé l'armure. Grave erreur. Parce que la chair, il l'a digérée et oubliée, tandis que l'armure, elle, a continué de vivre, de produire, de fournir l'armée française année après année, décennie après décennie. Pendant près de 40 ans après l'arrêt des voitures civiles, la doyenne a poursuivi sa route sur les terrains d'opération, increvable, obstinée, fidèle à ses soldats. N'est-ce pas magnifique de constater que ce qu'on avait méprisé s'est révélé être exactement ce qui devait durer ? Puis vient le deuxième acte de cette survie, et il ressemble étrangement au premier, à ceci près que les rôles s'inversent de façon jubilatoire. Au tout début des années 2005, la branche militaire, alors propriété du grand groupe automobile français qui avait hérité de tout cela au fil des rachats successifs, est cédée à un fabricant de véhicules tout-terrain nommé Overland. Un acteur bien plus modeste, spécialisé dans les robustes 4x4 destinés aux armées. Et là, écoutez bien ce qui se passe car c'est délicieux. Overland rachète Panhard, mais au moment de baptiser le nouvel ensemble, quel nom choisit-on de conserver ? Pas celui de l'acheteur, celui de la proie. Le prestige du blason était si puissant, si chargé d'histoire, que c'est le petit poisson qui a pris le nom du gros qu'il venait d'avaler. La maison qui avait été absorbée, humiliée, bridée par son ancien maître, imposait désormais son propre nom à celui qui la reprenait. Panhard General Defense, voilà comment s'appelle la nouvelle entité. Quelle revanche silencieuse sur les décennies d'effacement. L'aventure ne s'arrête pas là, car les grands groupes de défense continuent leur valse d'acquisition. En 2012, cette entité passe sous le contrôle de Renault Trucks Défense, la branche militaire adossée à un puissant groupe industriel scandinave. Le vieux nom parisien cohabite alors avec d'autres marques prestigieuses de l'armement terrestre français. Il s'intègre dans un ensemble plus vaste, plus lourd, capable de rivaliser sur la scène internationale. Et puis vient l'année 2018, celle qui marque officiellement la fin du nom en tant que tel. Les différentes marques réunies sous un même toit décident de fusionner leurs identités en une seule bannière, baptisée Arcus, un nom forgé sur des racines latines qui évoque le cheval d'armes, la monture du soldat au combat. Ce jour-là, l'enseigne Panhard, jusque-là encore inscrite sur les murs de l'usine, disparaît pour de bon des façades. Le blason s'efface, dissous dans une marque neuve tournée vers les blindés du futur. Alors, faut-il pleurer cette dissolution finale ? Je ne crois pas, et voici pourquoi. Regardez le chemin parcouru par ce nom depuis un atelier parisien du XIXe siècle jusqu'aux programmes de blindés les plus modernes de l'armée française d'aujourd'hui. Cette lignée n'a jamais été rompue, elle a simplement changé de visage, encore et encore, comme une rivière qui traverse des paysages différents mais reste la même eau. De la première voiture de série de l'humanité aux engins qui roulent encore sur les théâtres d'opérations contemporains, c'est une seule et même histoire industrielle qui se déploie sur plus d'un siècle sans jamais s'interrompre vraiment. Celui qui avait cru signer un certificat de décès en 1967 n'avait signé qu'un changement de costume. On peut débrancher une chaîne de montage, fermer un atelier, effacer un logo d'une calandre. Mais comment débranche-t-on un héritage qui a inventé l'automobile et qui roule encore blindé au service de tout un pays ? Voilà pourquoi cette doyenne mérite mieux que l'oubli dans lequel on l'a laissée glisser. Elle n'a pas été vaincue, elle a été métamorphosée. Elle n'a pas rendu les armes, elle les a littéralement embrassées pour continuer d'exister. Et si aujourd'hui son nom ne s'affiche plus sur aucune voiture que vous pourriez conduire, son sang, lui, coule encore dans les veines de l'industrie de défense française. La plus ancienne marque du monde n'est pas morte cet été-là à la porte d'Ivry. Elle a simplement décidé, contre la volonté de son geôlier, qu'elle ne mourrait jamais tout à fait. Si cette histoire de trahison, de génie méprisé et de survie inattendue vous a touché autant qu'elle me passionne, faites-le savoir. Laissez un commentaire pour dire quelle partie vous a le plus surpris. Appuyez sur le pouce levé pour aider cette légende oubliée à retrouver la lumière qu'elle mérite, et abonnez-vous sans tarder, car la prochaine histoire que je vous réserve risque bien, elle aussi, de bousculer tout ce que vous croyez savoir sur l'automobile.